Monsieur le Président, honorable assistance. Je remercie donc le comité d'organisation de nous avoir invités et de nous donner la chance d'apporter, Inch'Allah, un plus le long de cette journée. Je remercie aussi le comité d'accueil pour donc leur gentillesse et leur agréable accueil. Alors, dans le suite des Alors, chacun de vous, ceux qui pratiquent de l'échographie à un moment ou à un autre, surtout en endovaginal, ont dû remarquer la présence d'une image au niveau de la paroi antérieure ischmique. Et cette image au niveau de la paroi antérieure ischmique, souvent en rapport avec un antécédent de césarienne, est un défect effectivement de cicatrisation ou un défect de la cicatrice de césarienne antérieure. Donc, on appelle ça une niche utérine. Et cette niche, elle se fait aux dépens d'une discontinuité au niveau du myomètre. Elle peut avoir différentes formes, elle peut être triangulaire ou ovalaire. Et souvent, la base communique, bien sûr, avec la cavité utérine. Et parfois, elle a différentes dimensions, et d'où le nom de défect large ou défect donc minime. Alors, sur le schéma, vous voyez ici, vous avez une espèce de hernie au niveau de la paroi antérieure correspondant à une ancienne cicatrice de césarienne, mal cicatrisée. Et donc, quand on la met en évidence, on mesure la profondeur de celle-ci, on mesure la largeur du collet, mais surtout, on mesure l'épaisseur de ce myomètre en dessus de ce défect, qui est le myomètre résiduel. Et lorsque ce mur résiduel est inférieur à 2,5, on parlera de large défect, et lorsqu'il est supérieur, plutôt large défect, et lorsqu'il est supérieur à entre 2,5 et 3, nous sommes dans les déhiscences plutôt minimes. Et entre minime et large, c'est le pourcentage de la paroi de muscle de myomètre intérieur. S'il y a moins de 50%, on est dans un défect large. Alors, on parle depuis ce matin de cette augmentation du taux de césarienne, et effectivement, avec cette hausse dans le monde entier du taux de césarienne, on a plus d'utérus multicicatriciels et on voit apparaître de plus en plus cette entité anatomopathologique. Mais aussi le progrès de l'imagerie qui nous permet de voir de plus en plus des détails, de petits détails anatomiques à l'échographie. Aussi, on permet de mieux voir ces images qui probablement étaient là avant mais qu'on ne les voyait pas. Et j'avais dit que la déhiscence pouvait être totale, c'est-à-dire jusqu'à atteindre la séreuse péritonéale. Donc on voit la prévalence de ces pathologies augmenter, et Maurice en 1995 avait mis au début mis en évidence cette anomalie donc de cicatrisation sur des pièces d'hystérectomie, et aussi avant lui en 1966 Wagnorek les avait mis en évidence et décrit sur des images d'hystérosalpingographie. Donc la déhiscence fait partie donc des anomalies ou des pathologies spécifiques de la cicatrice de césarienne, puisque en côté aussi d'autres lésions, d'autres pathologies de cicatrices, ce sont les lésions d'adénomyose, ça veut dire la greffe d'îlots d'endomètre au niveau du myomètre, puisque il y a une défaillance, une déhiscence de la cicatrice, donc il n'y a pas d'endomètre proprement repris après la cicatrisation. Et la deuxième complication ou pathologie spécifique, c'est la grossesse extra-utérine, et on en dira un petit mot un peu plus tard. Donc, beaucoup d'études ont mis en évidence une augmentation de la prévalence de ces déhiscences de cicatrices, donc sur des utérus cicatriciels, et on voit aussi que, en fonction du nombre de cicatrices de césarienne, on voyait ce mur postérieur qui réduisait, puisque Osler avait mis en évidence, avait trouvé que le mur postérieur était entre 11,6 mm chez les femmes qui avaient accouché normalement, et que cette épaisseur diminuait au fur et à mesure que les patientes avaient un antécédent ou 2 ou 3 césariennes.
Et bien entendu, plus on avait de césariennes et plus on avait la prévalence, enfin le risque de trouver des déhiscences et qui augmentait avec le nombre de césariennes. Et lui, Osler avait remarqué que ces cicatrices déhiscentes étaient plus bas situées par rapport aux cicatrices non déhiscentes. Donc l'ismocèle pourrait être parfaitement asymptomatique, on le découvre de façon systématique au décours d'une échographie, mais aussi peut être symptomatique puisque certaines patientes sont venues se plaindre de ces métrorragies cataméniales, donc juste après les règles, qui retentissaient sur la qualité de vie, et aussi elles ont rapporté des douleurs profondes, parfois plutôt des douleurs chroniques, parfois post-cataméniales, et chez lesquelles on avait remarqué une association avec la présence de cette image de déhiscence, donc de cette cicatrice. Et le troisième élément pour lesquels des patientes consultaient, c'était les difficultés de concevoir, c'est-à-dire qu'elles avaient des infertilités. Et lors de l'exploration, on mettait en évidence donc la présence de cet ismocèle. Plusieurs études aussi ont démontré la présence et la relation de cette symptomatologie avec la présence de cet ismocèle. Vous voyez ici dans cette étude que la prévalence augmente. On pouvait trouver de l'ismocèle en présence d'association de ces symptômes et l'ismocèle jusqu'à 80%. Alors, ces métrorragies étaient en rapport et corrélées avec la profondeur de l'ismocèle. Et on peut bien le comprendre, puisque plus c'est important, plus ça retient de sang et plus il est libéré secondairement. Et aussi, la douleur était corrélée par le fait que cette douleur disparaissait lorsqu'on traitait ces ismocèles, mais aussi la présence d'envahissement d'îlots d'endomètre au niveau de cette paroi myométriale était responsable donc de ces douleurs, et aussi la distension usmique pouvait donner la douleur et l'irritation péritonéale donc associée à cette distension. Alors pour l'infertilité, plusieurs mécanismes ont été évoqués. D'abord, l'obstacle au moment de l'ascension des spermatozoïdes, puisqu'ils pouvaient être retenus au niveau de cette niche. L'état inflammatoire créé par l'accumulation de sang, qui peut même donner des surinfections et qui avait un impact négatif sur l'implantation des embryons. Et aussi la présence d'adénomyose au niveau de ces cicatrices, qui était délétère pour l'implantation de l'œuf. Et pour les FIV, c'est carrément le transfert embryonnaire qui pouvait se faire, par exemple, au niveau de cette niche, et aussi ça donnait des échecs d'implantation à cause de tous ces phénomènes inflammatoires et infectieux occasionnés par cette niche. Alors, les facteurs de risque à ce jour, la chose qu'on a le plus rencontrée, c'est l'utérus rétrofléchi. Et on essaye de l'expliquer par le fait qu'il y ait des tiraillements du fond vers l'arrière et qui donnaient une non-équivalence des berges au moment de la cicatrisation. Et ce mauvais rapprochement des cicatrices pouvait donc engendrer un défaut de cicatrisation et l'apparition de ces niches. Après, c'est clair que le nombre de cicatrices va amincir et favoriser cette déhiscence. Alors l'hystérographie a été incriminée aussi. Le double surgé dans les études n'a pas trouvé, il n'y a pas eu d'association de plus de présence d'ismocèle entre double surgé ou surgé unique. Par contre, le surgé versus point séparé, on avait moins d'ismocèle probablement dans les surgés séparés. Alors, la position d'hystérotomie haute ou basse pour certains auteurs, ce n'est pas encore clair, et la non-fermeture totale, bien sûr, une mauvaise hystérographie pourrait donner une mauvaise cicatrisation, cela va de soi. Certains auteurs aujourd'hui évoquent des facteurs génétiques. Maintenant, le moment où on pratique la césarienne pourrait avoir un impact sur la qualité de la cicatrisation. Le diagnostic d'ismocèle se fait principalement sur l'échographie et l'hystérosonographie après avoir injecté une solution saline. Alors l'hystéroscopie aussi est un examen morphologique qui permet la visualisation directe de l'ismocèle, et l'IRM éventuellement dans certaines situations de doute, mais on est tous d'accord que l'échographie et la sono sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus spécifiques et bien sûr plus rentables pour le diagnostic de cette pathologie. Donc en échographie,
Voilà, ici je vous ai mis une image où on voit une cicatrice, donc linéaire. Et par contre, quand on y a une isthmocèle, on a perte de cette image linéaire de la cicatrice et on a apparition de ce genre d'image anéchogène. Parfois elles sont arrondies, parfois elles sont triangulaires, grossièrement triangulaires, et pour lesquelles il faudrait mesurer cette profondeur qui donne l'importance du volume de cette niche et mesurer l'épaisseur myométrielle antérieure qui, elle, par contre, va gérer la conduite à tenir et aussi donner un pronostic ultérieur de ces utérus, notamment sur le plan obstétrical. L'échographie 3D, bien entendu, va donner plus de performance à l'examen, lorsqu'on fait des coupes 3D. Alors la sonographie, en plus de l'écho, elle permet de remplir l'utérus. Quand on fait une échographie, parfois endovaginale, si on est loin des règles, il est difficile de voir cette zone en bas entre le col et l'isthme. Et il faut parfois remplir la vessie pour distendre et faire apparaître cette image, et parfois il est difficile de les voir. Il faut les convoquer juste après les règles, lorsque cette niche est remplie de sang, qui la rend plus visible à l'échographie endovée. Par contre, l'échosono, elle remplit distinct, et l'espace est occupé par ce liquide et qui le rend toujours donc mieux, donc elle est plus sensible. Et elle permet tout autant de mesurer le mur postérieur, la profondeur, la largeur, le mur postérieur. Alors l'échographie, l'hystéroscopie permet la visualisation directe. Ici, on a une visualisation directe de la cicatrice et la présence du défect, elle est plutôt dans un plan perpendiculaire par rapport à l'hystéroscope. Donc, il faudrait toujours s'assurer que l'angle de 30 degrés soit bien dirigé vers le haut afin de voir cette niche, cette sensation de cavité à l'intérieur et qui est toujours donc entourée par une surélévation près de l'orifice interne et plus en arrière, et qu'il faudrait resséquer tout à l'heure. On dira un mot sur la prise en charge hystéroscopique. Donc, parfois, on peut voir des synéchies, et on peut voir des îlots d'adénomiose au niveau de ce défect. Alors oui, c'est une zone de fragilité, on a bien compris. L'hystéroscopie ne permet pas d'évaluer ne permet pas d'évaluer, si vous voulez, le degré de fragilité et d'établir un pronostic pour les grossesses ultérieures. L'IRM, l'échographie, fait mieux. Par contre, il faut faire attention au moment des dilatations du col, surtout si on ne le sait pas, c'est difficile de faire attention, mais quand on a une cicatrice, il faut avoir à l'esprit de faire des dilatations donc prudentes et de ne pas aller du côté antérieur, surtout si les utérus sont rétroversés. Donc attention au placement des DU, des curetages, etc. Donc, le syndrome de l'isthmocèle, bien entendu, tout comme la cicatrice de césarienne, va engendrer, ou peut-être plus, des complications obstétricales, des défauts d'accrétisation, on en parlait juste avant avec le professeur Damen. Donc, plus on a un déficit de cette cicatrice, et plus le risque d'accrétisation est plus important, mais surtout de cette présence de cette grossesse ectopique au niveau de la cicatrice, qui est une urgence de prise en charge, puisque vous voyez ici, ces hommes trouvent près de 6% de grossesse extra-utérine lorsqu'on avait une isthmocèle sur une série de 2216 patientes. Et aussi, ils avaient trouvé des grossesses extra-utérines quand on employait des inséminations intra-utérines quand il y a donc des cicatrices déhiscentes. Et bien sûr, on a plus de risque de rupture utérine puisque le mur antérieur, vous avez vu, est plus aminci par ce défaut de cicatrisation. Donc, cette rupture utérine est corrélée donc à la taille de la profondeur et donc à l'épaisseur de ce mur antérieur. Et donc, plus il y a des cicatrices et plus on a un risque de rupture utérine. Et donc, sur une série de 156, Osler avait fait des échographies 6 mois après la césarienne et il avait trouvé que le risque de rupture passait de 5% sur une cicatrice interne intact ou un défect minime passe à 43% lorsque le défect était plus large. La grossesse extra-utérine, la grossesse sur isthmocèle ou sur cicatrice déhiscente était beaucoup plus fréquente et le mur postérieur était donc pris comme facteur de risque
donc pour Benadji en tout cas, qui a fait une série qui avait donc mis en évidence que le raccourcissement de l'épaisseur du mur antérieur était directement présent dans les grossesses, et que aussi était le mur postérieur, plutôt le mur antérieur rétréci, était un facteur de récidive de grossesse aussi au niveau de la cicatrice. Et Hollande, lui, avait rapporté des cas chez qui il a fait des ismographies préventives sur la réduction donc de risque de récidive de grossesse extra-utérine. Le placenta accreta et prévia tout autant que la cicatrice utérine qui expose donc à cette pathologie. Donc le fait que l'œuf glisse vers le bas et qu'il se nide proche de la cicatrice, donc pouvait développer, comme on l'a montré dans la présentation précédente, qu'il y avait un gros risque d'accrétisation. Et plus le placenta est bas inséré, plus on a une association avec le placenta, donc accreta. Et dans l'ismocèle, l'accrétisation, elle est encore plus grave, puisque on va jusqu'à des percrétas qui traversent la vessie, qui traversent latéralement. Lorsque le défect est large, étalé sur les côtés latéraux, on va vers des envahissements des urtères, ce qui rend la prise en charge de ces hystérectomies ou de ces patientes très donc difficile et dangereuse. Donc pareil, plusieurs études ont prouvé l'augmentation de ce surrisque donc de percréta et d'accréta dans les cicatrices, et encore plus dans la cicatrice défectueuse. Donc est-ce qu'on peut les voir pendant le premier trimestre et les surveiller? On en a dit un mot juste avant. Oui, on peut voir la cicatrice pendant la grossesse et la surveiller. Et donc vous voyez ici que avec la performance du endovaginal, on voit parfaitement le col, et on peut voir ce défect soit apparaître sous forme d'un rond ou sous forme donc d'une fente. Alors les études actuelles vont vers effectivement le positionnement de cette cicatrice par rapport à l'orifice cervical interne, et aujourd'hui, on parle d'exposition donc au trophoblaste par rapport au positionnement de cette cicatrice. Et plus la cicatrice est proche de l'orifice et est à l'intérieur du col, et plus il n'y a pas exposition au trophoblaste. Par contre, lorsqu'elle est au-dessus de l'orifice interne, il y a exposition, et comme on a dit, il y a risque d'accrétisation du placenta. Donc on peut l'avoir sous cette forme, on peut l'avoir sous cette forme. Et donc Stinerman avait donc prouvé dans ses études que tout le monde pouvait faire, et qu'il n'y avait pas une grande différence dans la reproductibilité entre des gens entraînés et des gens moins entraînés. Alors la prise en charge, bien sûr, on ne traite qu'une ismocèle qui a des symptômes. Si elle est donc asymptomatique, c'est expectative. Le traitement peut être médical ou chirurgical, et bien sûr il dépendra de la forme et de la profondeur, et bien sûr du désir de maternité de la patiente. Le traitement médical, le seul traitement qui a été tenté, c'est les œstroprogestatifs, puisque ceux-ci peuvent réduire le volume menstruel, donc pouvaient éventuellement réduire ces menstruations, et donc pouvaient apporter une amélioration des symptômes. Mais ceci n'est pas pratique pour des femmes qui désirent faire une grossesse. Le traitement chirurgical, on a par voie transcervicale, par voie abdominale et par voie vaginale. Mais bien sûr, les micro-invasives de choix seraient l'hystéroscopie, la laparoscopie et la voie vaginale. Donc l'hystéroscopie fait partie des instruments les plus anciens qui étaient utilisés pour la prise en charge de ces pathologies, et au début elle concernait en fait l'infertilité, puisqu'elle visait à améliorer donc l'environnement utérin et des conditions de transfert. Et par la suite, d'autres techniques de réparation par voie abdominale consistaient à faire des résections sutures et par voie vaginale aussi, en incision en T de Grossin, pour améliorer donc l'épaisseur du placenta. Et donc on voyait que l'épaisseur du placenta, moins de 3 mm, exposait à un risque par rapport à l'hystéroscopie de perforation, et à ce moment-là on préférait les techniques plutôt abdominales et vaginales. Alors, deux attitudes, désir de grossesse, donc plutôt technique abdominale hystéroscopique, pas de grossesse, plutôt technique hystéroscopique. J'avance. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont, pour la prise en charge hystéroscopique, on voit ici qu'on fait donc une résection de ce dôme, on fait une résection donc de ce dôme antérieur qui permettait donc de faciliter le drainage de ce liquide et donc réduire l'accumulation de sang.
Et aujourd'hui, il y a même des nouvelles techniques, de nouveaux résectoscopes qui, beaucoup plus miniatures, où on fait la résection tout autour. Et ça, beaucoup d'études ont prouvé l'amélioration des symptômes. Et même l'amélioration donc du mur postérieur. Mais ça, ce sera un autre débat sur l'utilisation de l'hystéroscopie comme une prise en charge complète, anatomique et symptomatique de l'isthmocèle. Donc, par la parotomie, c'est comme ceci. On met l'utérus en face de la contre-incision, on résèque la partie fibreuse et on résèque en partie saine. Donc, en celloscopie, on se fait aider par donc la lumière de l'hystéroscope. Permet, pour ceux qui sont avérés aux sutures celloscopiques, on repère mais il faut le faire pour les défects vraiment importants où le mur est mince et facilement visible en celloscopie et qui permet de visualiser les marges de résection et de suture. Alors, pour la prise en charge, donc, on a compris que pour un défect large asymptomatique, c'est abstention. Pour un défect minime asymptomatique, c'est abstention. Lorsque on avait un défect large et symptomatique, il fallait prendre un traité. Chez la femme en périménopause, certains ont proposé l'hystérectomie interne-axielle et en période d'activité génitale, il fallait utiliser l'hystéroscopie, la voie abdominale ou la voie, voie vaginale. Par contre, les isthmocèles qui étaient asymptomatiques et pour lesquels les patients désiraient des grossesses, on ne savait pas trop quoi en faire. Il faut savoir qu'une grossesse n'est pas contre-indiquée lorsqu'on met en évidence une isthmocèle, lorsqu'elle est asymptomatique, et que certains ont publié que des grossesses pouvaient venir à terme, même avec une niche au niveau de l'utérus. Et qu'il n'y avait pas en tout cas dans la littérature, d'impact sur une réparation prophylactique chez une patiente asymptomatique en vue d'une grossesse ultérieure. Donc voilà, les modalités de prise en charge se limitent actuellement donc à des discussions d'experts et des échanges d'expériences. Donc la prise en charge chirurgicale semble donner de bons résultats cliniques et même anatomiques et sur la fertilité. L'impact de ces traitements doit être encore établi et la diminution théorique des récidives de grossesse ectopique doit être encore établie. Et en conclusion, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est en présence de symptômes de type métrorragie post-cataméniale, de douleurs pelviennes, d'infertilité, il semble licite d'envisager une prise en charge donc thérapeutique de cette isthmocèle. La voie hystéroscopique semble la moins invasive et de plus en plus probablement la plus empruntée. Les voies vaginales aussi, donc c'est des voies de suture directe. Et il faut retenir qu'en tout état de cause, l'isthmocèle ne doit pas être une pathologie créée par l'imagerie. Et donc l'abstention sera de rigueur en cas de découverte fortuite lors d'un examen. Je vous remercie. Merci, Madame Bouzid, pour votre